Une des choses qui est importante, c'est de qualifier les factures de sous-traitants. Donc, éviter les factures avec juste un total et pas de détails. C'est assez classique pour une entreprise qui demande à un sous-traitant de lui fournir sa main-d'œuvre, de recevoir une facture qui dit ben, développement technologique ou programmation, 40 heures, 100 de l'heure, total 4 000 plus taxes. C'est tout, pas de détails. Alors ça, évidemment, ça ne fonctionnera pas, puisque ces factures-là vont être examinées en détail par l'ARC en cas d'audit et par Revenu Québec chaque année. Donc, Revenu Québec, qui ne fait pas l'administration du programme sur le plan technologique, va quand même faire une deuxième vérification au niveau de certaines dépenses, demander des factures, des informations sur les salaires, des contrats avec les sous-traitants, des factures de sous-traitants. Donc, on veut s'assurer qu'on prévoit le coût avant de réclamer. Si c'est un projet à forfait, alors il s'agissait de développer une solution pour un prix fixe de 50 000 on voudra découper les livrables en morceaux plus petits, plus gérables, qui permettent en particulier de distinguer ce qui est admissible à la RSCDE et de ce qui ne l'est pas. Alors, Revenu Canada donne beaucoup de poids au jugement qu'on a porté ou à la discrimination qu'on a portée sur les activités admissibles et celles qui ne le sont pas. On voudrait surtout éviter que quelque chose qui est trop général soit refusé en bloc par l'ARC. Ça serait dommage. Dans le cas de sous-traitance facturée à l'heure, donc le cas du time and material, on veut détailler les activités réalisées afin d'aider a posteriori de distinguer celles qui sont admissibles et celles qui ne le sont pas. Et puisqu'on a des activités, un découpage par activité, on peut à ce moment-là identifier le nombre d'heures. Donc, on est loin de notre activité unique, de la facture que je décrivais tantôt, avec des heures. On a au contraire ici une facture où là, c'est détaillé. Là. Puis, quand on va préparer une demande de crédit d'impôt après la fin de l'exercice financier, on est capable de dire, bien, ça, cette ligne-là ici, mon sous-traitant l'a faite, mais bon, écoute, c'est de la pratique courante. Je n'ai besoin, mais c'est de la pratique courante, je vais l'exclure. Je ne réclamerai pas cette dépense-là. Et d'autres, bien, je vais pouvoir les choisir consciemment pour les réclamer le crédit d'impôt qui vient avec. On doit avoir pour le sous-traitant, ça doit être un sous-traitant canadien avec des employés canadiens. Et là, ça amène quelque chose d'un petit peu peut-être étrange, puisque quand vous donnez un contrat à un sous-traitant, vous dites essentiellement à votre sous-traitant, dans bien des cas, bien écoute, développe ce que j'ai besoin, là, voici les specs, et puis moi, tu donnes ça aux employés que tu veux. Là. Ça fait que moi, je ne vais pas me mêler de ta régie interne. Cependant, si le sous-traitant envoie en tout ou en partie le travail se faire exécuter en Inde ou en Europe de l'Est, bien, à ce moment-là, une partie de cette facture-là ne peut pas être réclamée au crédit d'impôt. Et donc, on a cette situation étrange où on doit essayer d'aller chercher l'information chez son sous-traitant sur qui va travailler sur mon projet pour s'assurer que ce soit des employés canadiens et qu'on puisse les réclamer. Les transactions doivent être réelles. Donc, on veut facturer au bon nom d'entreprise. Donc, on voit un cas, par exemple, où on a vu un cas, par exemple, où une entreprise demande à un sous-traitant de réaliser un travail, mais spécifie, ne me facture pas moi, facture mon holding parce que c'est eux qui font tous les paiements. Alors ça ne fonctionne pas, puisqu'on va vouloir, dans l'entreprise qui a fait appel à la sous-traitance, c'est cette entreprise-là qui va réclamer des crédits d'impôt. Mais quand ça va être le temps de démontrer qu'il y a un paiement qui a eu lieu, bien, il n'y a pas de paiement dans l'entreprise, c'est le holding qui a payé. Donc, on veut éviter ces situations-là en étant le plus simple possible et le plus direct possible. On veut aussi un contrat formel et signé. Par exemple, en particulier, s'il y a deux entreprises liées qui sont détenues par le même propriétaire, les gens le savent et c'est facile de dire, j'ai un employé qui est disponible chez moi, il est sur le banc, alors je vais le prêter à mon entreprise à côté, puis je réclamerai ça plus tard comme de la sous-traitance. Mais ici, c'est un peu trop vague comme façon de faire. Et si on se dit a posteriori, je vais écrire un contrat pour ramasser ça, mais il faut que le contrat idéalement soit bien préparé et signé, comme si c'était deux entreprises qui étaient indépendantes.
Et il faut aussi qu'il y ait vraiment des paiements qui soient échangés. Encore là, deux entreprises-là se disent, ben là, je ne suis pas pour me faire un chèque, la main droite va-t-elle faire un chèque à la main gauche? Est-ce nécessaire? Ben oui, puisque Revenu Canada va vouloir avoir une preuve, peut demander une preuve de paiement pour appuyer une facture de sous-traitant qui est réclamée. Enfin, il y a d'autres règles, quelques autres règles. Par exemple, qu'en est-il des sous-sous-traitants et qu'arrive-t-il des sous-traitants liés? Alors là, ici, dans un cas, c'est admissible au Québec, mais pas au fédéral. Dans l'autre cas, c'est l'inverse. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des considérations qu'il faut surveiller.